Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour votre JT de 13h. À la une de l'actualité aujourd'hui, les soldes qui ne fonctionnent pas au centre-ville de Fort-de-France. Pourtant, elles sont censées booster l'activité des commerçants. Mais certains relèvent au contraire une baisse de la fréquentation et relancent la question de l'attractivité réelle du centre-ville tel qu'il est organisé aujourd'hui. Nous irons à la Guadeloupe pour suivre le 3e jour de la conférence internationale des sargasses. On sait que l'un des objectifs est d'améliorer et d'harmoniser les stratégies de lutte et de prévention. Ce matin, les pays participants ont partagé leurs expériences sur le sujet. Et puis nous écouterons les belles compositions de la chanteuse guyanaise Lilia Réel nous revient avec un album solo et un nouveau pseudo. Gizé, l'occasion de découvrir l'étendue de son talent pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Au 3e jour de la conférence internationale sur les sargasses en Guadeloupe, l'accent est mis cette fois sur le partage d'expériences scientifiques, politiques et techniques entre les pays impactés par ce fléau. France, République dominicaine, Tobago ou encore Mexique, chacun a exposé sa stratégie. Le point sur place avec nos envoyés spéciaux Kelly Babo, Stéphane Petitfrère. Comment le Mexique ou encore Tobago agissent et réagissent face aux problèmes provoqués par les algues sargasses? C'est entre autres l'une des questions auxquelles ont répondu ce matin les différents représentants des États impactés par ce fléau. Et durant toute la matinée, ils ont partagé leur expérience sur le sujet. Plus concrètement, cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie expliquer leur stratégie politique, technique et aussi scientifique adoptée par chacun de ces États. Il y avait également la France et la République dominicaine qui se sont exprimés sur le sujet. Et si globalement les problèmes et les conséquences sont les mêmes quel que soit le pays, les stratégies sont à quelques variantes près différentes. Par exemple, contrairement à l'État français qui traite le problème au moment où les algues sont déjà proches des côtes, le Mexique lui fait des repérages en haute mer pour prévenir et anticiper cette arrivée de sargasses, se tenir déjà prêt et agir rapidement. C'est leur credo et donc des échanges d'expériences qui auront retenu l'attention des acteurs martiniquais présents, notamment sur la gestion de crise à la française. Merci beaucoup Kelly. Et puis santé en bref, selon le dernier bulletin de l'Agence régionale de santé, le virus de la dengue poursuit sa progression en Martinique. 25 cas ont été confirmés depuis juillet dernier, dont la moitié ces 4 dernières semaines. Une commune en particulier fait l'objet d'une attention particulière, justement c'est Sainte-Luce. Un foyer épidémique y a été localisé. Il regroupe un tiers des cas recensés, donc la prudence bien sûr est de mise. Après plus de 3 semaines de soldes, les quelques 700 commerçants du centre-ville de Fort-de-France font grise mine. Certains relèvent une baisse de la fréquentation proche des 20% par rapport à l'an dernier. Alors autant dire que les soldes ne font pas recette, de quoi relancer le débat sur l'attractivité du centre-ville de Fort-de-France. Guillaume Bacoul et Dibelle Rose. En devanture, des démarques alléchantes de 20 à 50% et à l'intérieur, des rayons remplis d'invendus. Chez cet historique du centre-ville Foyalais, même les vacances de la Toussaint n'ont pas boosté les ventes. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de clients à Fort-de-France. Il y a plusieurs raisons. Les gens voyagent beaucoup, les gens passent des commandes par Internet, les gens parfois ils préfèrent les centres commerciaux. Donc il y a beaucoup de facteurs. Rare cliente de la matinée, Romaine a fait le déplacement depuis Rivière-Pilote. Elle n'est pas étonnée par la faible affluence. En commune, il y a tout. Il y a sur la route, il y a Génépa, on trouve tout ce qu'on a besoin aussi. Hein. Au lieu d'être à Fort-de-France pour les embouteillages, ils préfèrent rester ailleurs. Hein. Pourtant, ils sont encore 700 à tenir boutique dans le centre-ville. Même si le chiffre est en baisse constante depuis plusieurs années, pour les associations de commerçants, la mauvaise publicité faite au centre-ville serait injustifiée. La sécurité à Fort-de-France, on n'en parle plus. On a demandé les statistiques à la police nationale qui nous ont dit que c'est au centre-ville que les statistiques sont les meilleures. Alors il ne faut pas revenir sur ce point-là. En ce qui concerne le stationnement, il y a un système qui va être mis en place. Quand je ne sais pas exactement, il faudrait demander à la mairie, mais qui va résoudre le problème des voitures tampons qui se garent ici et qui prennent le TCSP pour monter. Côté mairie, justement, il a fallu continuer à accompagner les magasins malgré les difficultés budgétaires, notamment avec l'aide du secteur privé. Surtout, la ville espère se doter à l'horizon 2020 d'un town manager.
quelqu'un, un town manager, quelqu'un qui va, dont le rôle, la mission, la fonction sera justement de porter ces dynamiques d'animation, de projets, de rapprochement des différents acteurs pour créer cette dynamique commerciale et d'activité dans le centre-ville. Une meilleure cohésion marketing à l'image de celle des centres commerciaux afin de redynamiser un cœur de ville qui en a bien besoin. Dans certaines rues, les devantures baissées sont plus nombreuses que les magasins en activité. En Guadeloupe, la colère gronde autour de l'installation des radars tourelles. Pire, désormais, c'est la confusion depuis que le député Max Mathiazin a affirmé avoir obtenu la suspension de leur installation à l'issue d'une entrevue avec le ministère de l'Intérieur. À la préfecture, en revanche, on dément formellement cette information. Les explications de Bergette de Saint-Jacob-Pierre. Qui aura le dernier mot? Le député Max Mathiazin déclare avoir obtenu du ministère de l'Intérieur l'arrêt de la poursuite du déploiement des radars tourelles en Guadeloupe. Le premier élément, c'est l'installation, bien sûr, ou le remplacement des radars qui existaient déjà. Mais le deuxième élément fondamental, c'est l'arrêt de l'installation de nouveaux radars et de ces radars tourelles. Le troisième élément, et d'ailleurs j'ai pris note de c'est également une des vastes campagnes de communication, de sensibilisation multiforme, en y associant bien sûr la population locale et les élus, ce qui doit être fait et ce qui est tout à fait, qui ressemble tout à fait à une lutte pour préserver la vie de nos concitoyens. Par conséquent, ce qui est gênant, c'est que sur 1000 km de route, nous ayons un radar sur tous les 10 km. Il y a 415 radars qui sont prévus pour toute la France, et bien la Guadeloupe en a 100. Et pourtant, ce courrier du ministère de l'Intérieur qui lui est adressé est formel. Les travaux d'installation des radars tourelles se poursuivront pour un déploiement ultérieur. Le préfet, Philippe Gustin, pour sa part, déclare n'avoir reçu aucune instruction de retrait. J'ai appelé le cabinet du ministre de l'Intérieur et j'ai eu un démenti sur le report ou l'arrêt de l'installation des radars tourelles. Comme je l'avais indiqué, nous poursuivrons ce déploiement des radars tourelles en remplaçant tout d'abord les radars actuels, les 20 radars actuels par les radars tourelles, et puis nous continuons les travaux d'ingénierie de génie civil pour installer ultérieurement les autres radars tourelles. Seul point d'accord entre le député et le préfet, la tenue d'une réunion sur les radars tourelles et sur la sécurité routière en novembre. En attendant, la confusion règne. À La Réunion, voyez ces images alors qu'Emmanuel Macron achevait son deuxième jour de visite. Plusieurs quartiers se sont embrasés hier soir au port et à Saint-Denis. Au port, 20 voitures incendiées, un fast-food pris pour cible au Chaudron. Dans un dernier discours avant son départ, Emmanuel Macron a condamné ces violences et appelé au calme. Dans le reste de l'actualité, à Rome, le pape se dit prêt à faire une croix sur le célibat des prêtres pour lutter contre la pénurie de curés en Amazonie. L'ordination d'hommes mariés et l'attribution de ministères aux femmes font partie des sujets débattus jusqu'à samedi au Vatican. Une révolution au sein de l'Église catholique sur place au Vatican. Notre envoyé spécial, Jean-Michel Mazerolles. Des prêtres et des femmes mariées, rien de moins ici, devant la chefferie vaticane, devant cette basilique Saint-Pierre, le siège du pape François, où règnent en maître les traditionalistes. Les 186 pères synodaux, accompagnés de religieuses, d'agents pastoraux, et surtout aidés par une cinquantaine de représentants des peuples amérindiens, sont en train de finaliser en ce moment la rédaction du texte final de ce synode sur l'Amazonie. Et parmi les recommandations qu'ils vont adresser au pape François, au-delà d'une demande urgente de protection de la forêt amazonienne et des habitants qui y vivent, les participants à ce séminaire de travail demandent deux choses importantes qui risquent de bouleverser, si elles sont acceptées, la vie de l'Église catholique. D'abord, l'ordination d'hommes mariés, les viriprobati, comme on les appelle ici, reconnus pour leur sagesse et leur sincérité. Et puis l'autre chose, l'ouverture au diaconat, le ministère en dessous du prêtre, aux femmes. Oui, aux femmes. Tout ça en raison du manque cruel de prêtres sur place, des distances énormes à parcourir, et pour reconnaître enfin l'engagement des femmes très fort dans l'Église. Autant dire que si le pape François accepte ces recommandations, c'est toute une révolution qui risque de se déclencher ici, sans de fortes tensions et résistances en interne. Et le plus étonnant au final, c'est que ce soit les catholiques d'Amazonie, parmi les plus pauvres et les plus menacés de la Terre, dans cette région du monde considérée comme le poumon de la planète, des femmes et des hommes menacés dans leur culture et dans leur tradition par la mondialisation, qui oblige finalement l'Église catholique mondiale à se réformer et à s'ouvrir pour de bon aux réalités du monde moderne.
On part à Cuba du côté de la Cubana de Aviación, la compagnie nationale cubaine qui a arrêté plusieurs routes au départ du pays, notamment celle vers la Martinique et la Guadeloupe à cause de nouvelles sanctions imposées par les États-Unis. Des sociétés étrangères qui louent des avions à la Cubana de Aviación ont été menacées par les États-Unis d'une révocation de leur licence. Du jour au lendemain, les contrats ont été annulés. Fort-de-France, la Guadeloupe, Port-au-Prince, Santo Domingo, Caracas et le Mexique sont affectés. Les passagers seront remboursés, mais ça va coûter pas moins de 10 millions de dollars à la compagnie jusqu'en décembre. Aux États-Unis, justement, la Californie, de nouveau en proie aux flammes. De violents incendies sévissent actuellement tant au nord que dans le sud de l'État. 50 000 personnes ont déjà été évacuées. François Baudonnet. Au milieu du brasier. Toute la nuit, les pompiers ont lutté contre les flammes. Poussées par des vents à plus de 120 km/h, elles détruisent tout sur leur passage. Dans le sud de la Californie, les habitants ont été surpris par la vitesse de propagation des incendies. Ils n'ont eu que quelques minutes pour monter en voiture et la situation risque d'empirer. Nous sommes engagés dans une course contre la montre, non seulement parce que tout est très sec, mais aussi parce qu'on nous annonce des vents qui vont encore forcir dans les jours qui viennent. 50 000 personnes ont déjà été évacuées en toute hâte. Des dizaines de maisons, mais aussi des zones industrielles, ont été entièrement détruites. Pour l'instant, les 1300 pompiers mobilisés, aidés de plusieurs bombardiers d'eau, ne parviennent pas à empêcher les incendies de progresser. Dans cet état où vivent 25 millions de personnes, les habitations sont souvent construites au milieu de la végétation. L'un des foyers serait parti d'une ligne à haute tension. Par précaution, l'électricité a été coupée pour 200 000 habitations. Couper l'électricité n'est pas une décision facile à prendre. Mais d'expérience, nous savons que nous devons le faire. En novembre dernier, c'est déjà une ligne électrique qui avait provoqué l'incendie de Paradise en Californie et fait 86 morts. Voilà, place au sport à présent en Martinique avec Christophe Arnerin qui nous a rejoint pour faire le point sur l'agenda du week-end. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour, merci. Alors j'imagine un agenda encore chargé comme d'habitude. Et tout d'abord, il y aura du handball, 6e journée du championnat de pré-national ce week-end. Vous l'avez dit, c'est l'affiche phare justement de ce championnat, l'affiche masculine. Tenez-vous bien, l'Étoile de Gondou reçoit au Palais des Sports du Lamentin l'USC Citron. Vous l'avez dit, ce sont les deux meilleures équipes de ce championnat de pré-national. Des équipes au palmarès élogieux et qui ce soir vont s'affronter pour obtenir le leadership de ce championnat, un ascendant psychologique très très important pour la suite des grandes compétitions à venir. Pour rappel, la dernière opposition entre ces deux formations, c'était lors de la finale de la poule des As et ce sont les Lamantinois de l'Étoile de Gondou qui s'étaient imposés le 18 mai dernier, 30-25, vous l'avez bien compris, il y aura certainement un parfum de revanche ce soir au Palais des Sports du Lamentin. Ce sera à 20h30. Et puis, outre cette affiche du tonnerre, Stéphanie, il y aura d'autres matchs ce week-end, on va le voir en infographie, notamment chez les femmes, avec un certain Arsenal Entente, Racing Club du Lorrain, Racing Club Péléen, une affiche très intéressante, ce sera à 19h au hall de Mansart, de quoi rendre très passionnés justement les amoureux de hand. Et puis vous l'avez vu, il y a également énormément de matchs d'un point de vue masculin, tout ça ce week-end en handball. Merci beaucoup. Et puis, il y a également du football. Là, ça va m'intéresser puisqu'on va parler de ma commune d'origine, l'Essor Préchotin, qui va devoir quand même se battre pour conserver sa première place en régional 1. Et vous avez intérêt de monter au Prêcheur. Parce que figurez-vous que même si les Préchotins ont fait un début de saison épatant, tenez-vous bien, les statistiques parlent pour eux. En 4 journées, Stéphanie, 3 victoires, 1 nul et surtout 9 buts marqués. Et des statistiques élogieuses qu'il partage avec le club franciscain qui va se déplacer au Prêcheur, qui va tenter de récupérer cette première place des franciscains. Vous le savez, multiples fois champions. Alors un match qui s'annonce déjà très épicé dans la mesure où les Préchotins se sont imposés le week-end dernier
face au RC Saint-Joseph, 3-2, tandis que les franciscains, eux, ont concédé un nul chez eux face à l'UJ Monero. En tout cas, les franciscains qui nous regardent vont certainement nous rappeler que lors de leur dernier déplacement au Prêcheur, ils s'étaient imposés 5-1, mais en tout cas, rien n'était encore joué. Vous l'avez bien compris, tout est encore à faire puisque les Prêchotins sont pour l'instant leaders du championnat de Régional 1. Et puis, il y aura d'autres matchs, d'autres affiches très intéressantes à regarder. D'abord, il y aura un certain Golden Lion Club Colonial ce samedi à 15h30 au stade Henri Murano, ou encore un Racing Club Rivière Pilote face à la Samaritaine. Là, il y aura un duel de spectateurs, vous l'imaginez bien, dans les tribunes du stade Alfred Marie-Jeanne. Ce sera samedi soir à 19h. Ce dimanche, cette fois, ce seront les motos et les quads qui auront rendez-vous. Retour sur le bitume pour la dizaine de pilotes de ce championnat de la Martinique de la montagne. Livan Luchel, encore une fois, va tenter de ravir le titre de champion avant la fin de la saison. Le 15 septembre dernier, souvenez-vous, Frédéric Gauthier est venu jouer les troubles fêtes en signant un super temps. Il faudra compter sur lui, mais aussi sur Chloé et Rouget à Petit-Bourg. À noter la participation ce week-end, c'est inédit, de Gianni 14, champion de France Supermotard. Les spectateurs ont rendez-vous, vous l'imaginez bien, à Petit-Bourg cette fois à partir de 13h30 pour les montées officielles. Et puis Stéphanie, comme on le dit, il y a toujours énormément de sport. On parlera également du basket qui continue sa deuxième journée, ou bien du volleyball, mais aussi du badminton. Ce sera la première compétition de la saison, ce sera à l'IMS. Et puis il y aura un truc qui va vous plaire notamment, c'est une initiation, un séminaire de Wado Ryu, c'est du karaté. Du karaté, initié par un grand maître 7e dan qui nous vient du Japon. Ce sera également ce week-end à l'IMS. Je vais y aller. Ça va vous tenter? Oui, très clairement. Voilà. Merci d'ailleurs. Voilà, on se retrouve bientôt pour la suite de l'actualité sportive durant le week-end. Merci, bien sûr, le point sur toute l'actualité sportive du week-end ce dimanche dans votre journal du soir. Musique, à présent avec l'une des artistes les plus complètes et les plus douées de sa génération, particulièrement en live, la chanteuse et musicienne guyanaise Lilia Ray. Elle est de retour, mais en solo et sous un nouveau nom, Guisé. Portrait avec Ismaël Mohamed Ali. Après une belle parenthèse enchantée à s'occuper de sa petite famille et à tirer les leçons de son parcours de vie, la musicienne, multi-instrumentiste et chanteuse guyanaise Lilia Ray revient en solo sous un nouveau nom, Guisé. J'ai un ami une fois avec qui on conversait et qui m'a dit « Ah ben tiens, c'est pas mal les pyramides de Gizeh sur ta pommette gauche. » Et je dis « Oh, je savais pas que ça s'appelait comme ça, que vous appeliez ça comme ça. » Il me dit « Ah non, non, on n'appelle pas ça comme ça, mais c'est exactement le même schéma que les pyramides de Gizeh. » En pleine préparation de son album solo, les moments suspendus s'effacent au profit d'un véritable marathon médiatique. C'est la formation réduite, formation acoustique. Et puis on va interpréter 2 ou 3 titres durant l'émission. Et puis on espère que tout le monde va aimer. Que soit Elohim, que soit El Shaddai, il peut être Jéhovah et même Adonai. Qu'il soit Bouddha, qu'il soit Allah ou Jah, j'ai décidé de l'appeler Papa. Toujours aussi spirituelle, humble, l'ancienne chanteuse des groupes Serious Girl, Amazonian et Blackwood, également choriste de renommée internationale, travaille comme si elle repartait de zéro. Je crois à son étoile, je crois à ses planètes, et je crois en elle parce que elle a toujours été une battante. Elle nous l'a prouvé. Depuis son plus jeune âge, elle a choisi la musique. Tu me dis que l'on n'a pas la même mère, laver dans sa culture et rouler dans sa terre. Très attachée à sa Guyane natale, à ses racines, avec le clip Farafina, Afrique en langue bambara, elle offre une ode à la fraternité, à la paix. C'était pour montrer une façon de vivre. Une façon de vivre où plusieurs cultures, plusieurs ethnies peuvent vivre à cet endroit-là. Nous tous, on peut vivre à cet endroit-là sans problème. Voilà pour cette belle découverte. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle le titre principal. Après plus de 3 semaines de soldes, les quelques 700 commerçants du centre-ville font grise mine. Certains relèvent une baisse de la fréquentation de l'ordre de 20% par rapport à l'an dernier. Autant dire que les soldes ne font pas recette et que le débat sur l'attractivité du centre-ville de Fort-de-France est relancé. Plus d'informations sur notre site web martinique.lapremière.fr. Rendez-vous ce soir avec Nathalie Josse dès 18h45 pour les titres.
Bon week-end et bonne semaine. On se retrouve à la rentrée le 4 novembre pour vos informations de la mi-journée. Au revoir.